rhodochrosite, le système veineux, très important, souvent sous-estimé par la médecine officielle. C'est très important que le système veineux soit en ordre. C'est capital. Ça, c'est le sang de retour qui participe au nettoyage de l'organisme. D'ailleurs, à l'usage, le laboratoire s'est aperçu que finalement, rhodochrosite, en dehors de ce qu'elle propose comme service, c'est un excellent nettoyeur. Mais ça nettoie en douceur, c'est un draineur en douceur. Rhodochrosite, c'est la douceur. Rose, hein, différence avec le rouge, hein, au niveau thérapeutique, les choses se font en douceur. Ça adoucit beaucoup. C'est le côté doux dans nos structures psychiques. C'est la gentillesse, la disponibilité, la serviabilité, etc. Ce chaînon doit absolument être bien en relief chez les thérapeutes, parce que c'est ce qui va faire aussi la qualité d'accueil, la compréhension, hein, l'empathie. En termes de posture du thérapeute, c'est capital. Du coup, le patient va avoir confiance, il va parler de choses plus intimes, etc. Le chaînon rhodochrosite, il est capital dans votre identité. Il est très très important. Si vous demandez au test, vous demandez rhodochrosite, vous êtes sûr déjà que votre système veineux, il est pénalisé. Mais le système veineux, il est pénalisé pour une raison essentielle, c'est les problèmes de cœur, les problèmes de sentiments. Disait la vieille phrase, qui voit ses veines voit ses peines. Hein, parce que ça répercute immédiatement le chagrin, les chagrins d'amour par exemple, répercutent à la vitesse de l'éclair sur le système veineux. Ça fait mal aux jambes, les chagrins d'amour. Les veines dans les jambes, elles font très très mal. Hein. Et ça, c'est vraiment... même si on pense, dans ces cas-là, après être consolé, c'est fini, c'est derrière, ah oui, j'ai un nouveau copain, etc. Il y a le déficit veineux qui reste, parce que dans le subconscient reste le déficit sentimental. Tous les deuils atteignent, les deuils qui provoquent un chagrin, atteignent le système veineux. Il n'est pas du tout rare, mais loin de là, même très commun, qu'après un chagrin, les gens demandent rhodochrosite. Il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi vous avez réellement besoin. Mais il faut pour ça arrêter d'être tout le temps dans la critique de soi, dans le regret pour soi, à leur apprendre, vous savez, on est des passeurs, hein, les thérapeutes, apprendre les gens à prendre la vie comme elle est et faire avec ce qu'on a. Déjà commencé avec ça. C'est déjà beaucoup. Il y en a qui font un caca nerveux tous les jours, on en connaît une, parce qu'il faut porter le masque. Enfin, moi, si tout le monde voulait que je porte le masque, je le porterais, je fais aucune histoire, mais je suis à distance, je ne risque pas de vous envoyer quoi que ce soit, mais je le porterai. Mais il y en a qui trouvent que le masque, il est liberticide. Mais est-ce que ces gens ont connu une démarche vraiment liberticide dans la vie? Ils ne savent même pas ce que c'est. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de contraintes de leur vie. S'ils considèrent en plus que le masque est un problème majeur, je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, ça veut dire qu'ils ne savent pas trop ce que sont les vrais problèmes, quoi. Ça doit être des gens qui n'ont pas beaucoup de problèmes. Parce que plus vous refusez quelque chose, plus c'est difficile à supporter. Plus vous acceptez, plus c'est facile. Je ne dis pas moins c'est difficile, je dis même plus c'est facile. Accepter n'est pas se résigner. Aussi faire une différence entre accepter et se résigner. On ne doit pas se résigner. Mais compte tenu d'un contexte, compte tenu de ce qui est visé avec le port du masque, ce n'est pas tellement soi que ça protège les autres. On vit dans une communauté. On est nombreux, on ne vit pas sur une île déserte. Et puis, moi, je pense à tous ceux qui se révoltent contre ça. Oui, les abus de l'État. Oui, en plus, on sait que ça ne sert à rien. Oui, quand au début, l'État a dit que ça ne servait à rien, ça gueulait. Maintenant, ils imposent sa gueule. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir un combat quotidien pour des merdouilles, de mon point de vue, qui n'en valent pas la peine. Je ne sais pas, on évolue beaucoup mieux dans l'harmonie que dans la disharmonie, à mon avis. Hein. Et puis quand on est thérapeute, je leur dis toujours, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous balancez à l'univers? Comment voulez-vous qu'il vous revienne des choses positives? Tout est effet boomerang dans la vie. C'est la base même du concept des énergies. Tout ce que vous projetez va vous revenir d'une façon ou d'une autre. Voilà, après ils s'étonnent, qu'est-ce qui leur revient? Ils projettent du mécontentement, il leur revient du mécontentement, etc. etc. C'est dommage qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais bon, c'est des jeunes âmes, hein, on peut les excuser dans le sens les comprendre. C'est pas une question de QI, c'est une question de niveau de conscience. Il y a des choses auxquelles les gens n'ont pas accès dans la compréhension intuitive. Ok, mais pour ceux qui en ont conscience, c'est à cela que
j'ai envie de dire, bon allez, 2 baffes, une soupe et au lit. Hein. Je ne le ferai pas, bien sûr. Mais, ni le dire, mais je le pense très sérieusement. Et tu sais à qui je pense, hein, spécifiquement. Donc, faire très attention à ça. Rhodochrosite vous permet donc de vivre aussi les choses. Il y a une chose qui est redoutable, c'est l'aigreur du caractère. En plus, sur le visage, ça laisse des empreintes épouvantables. Hein, ça fait tomber les coins de la bouche, ça rend le teint sombre, ça tient les froncements de sourcils permanents, etc. Enfin bon, mince, mettons-nous dans la lumière, quoi. C'est même pas de la théorie, c'est juste une évidence. C'est juste une évidence. Rhodochrosite permet à toutes ces personnes qui sont aigries, qui sont renfermées sur leur chagrin, etc., ça les remet quand même dans le mouvement, pas forcément du bonheur, mais déjà une certaine joie qui arrive. D'ailleurs, on voit bien le but aussi, avec quelle que soit la thérapie qu'on pratique, c'est de rendre le sourire à nos patients. Et là, avec ça, avec Rhodochrosite, vous jouez gagnant parce que ça se fait en quelques jours, la différence est là, quoi. Si une personne fait la gueule tout le temps, c'est que son chaînon manquant, c'est Rhodochrosite. Sans aucun doute. Et alors, je ne vous parle donc pas des répercussions sur le système veineux. Si le système veineux n'est pas en bon état, comment voulez-vous que l'humeur elle-même soit en bon état? Ça ne peut pas, ça peut pas. Et sans la joie, de toute façon, on n'est pas bien. Il y a déjà des choses assez lourdes à porter, à vivre, des contraintes, des corvées, des merdités, des trucs. Ouais, ça va, quoi. Préservons un peu notre joie de vivre. C'est aussi notre trésor de guerre, quoi. On en a besoin. Hein, et puis là, notre petit cœur de beurre, oui, on en a besoin de notre chaînon rhodochrosite. Il est particulièrement important. Et pour vous, les thérapeutes, qui êtes toute la journée avec votre patientèle confrontée à des tragédies, à des drames, à des aigreurs, à des mécontentements, il faut absolument préserver votre joie de vivre. Il faut que quand vous fermiez la porte de votre cabinet, que le chaînon rhodochrosite il soit à votre service. Ça y est, c'est fini le service des patients. Tout le monde quitte ma mémoire, c'est bon. C'est pas de l'égoïsme, il faut vous recharger en énergie positive. Et là, vous en avez vraiment besoin, quoi. C'est très, très, très important. Très important. Il faut se préserver. Vous avez beaucoup de personnes, on va en parler après, qui absorbent toutes sortes de toxines. On se rend compte que les patients, ils le font pas exprès, mais ils déposent des tombereaux d'ordures en termes de vibration sur notre bureau ou sur nos genoux si on fait du fait. Il faut savoir lâcher ça. Déjà, en vous lavant les mains après chaque visite, vous rendre compte, allez, soyez dans l'acte mental à chaque fois, c'est capital ça, c'est capital. C'est votre qualité de vie intérieure qui en dépend aussi. On n'est pas là, il faut faire très attention aux séquelles judéo-chrétiennes qui sont dans les 30 ou 40 générations qui nous précèdent. Or, être thérapeute, ça n'est pas se sacrifier. On ne doit pas se sacrifier. Être thérapeute, c'est être utile aux autres. Mais ça doit commencer par vous, autrement on ne peut donner que ce qu'on sait accorder. Si vous ne voulez pas accorder, vous ne pourrez pas le donner, parce que ça veut dire que vous ne l'avez pas. Mais se sacrifier, mais il n'en est pas question. Oui, on se sacrifie pour ses enfants, c'est autre chose, c'est un autre lien. Puis bon, ça sort de notre ventre, etc. Et encore, moi, la notion de sacrifice, je la rejette parce que je la trouve trop judéo-chrétienne. Mais après, ça n'engage que moi. Simplement, préservez-vous, c'est très important. Préservez-vous. Donnez tout ce que vous avez à donner à vos patients, mais accordez-vous d'abord. Ce n'est pas du tout une démarche égocentrique ou nombriliste. C'est, pour ceux qui sont monothéistes, je dirais, c'est faire honneur à son créateur en honorant d'abord la créature que vous êtes. C'est juste la moindre des choses. Si vous allaitez votre enfant, vous allez quand même manger des aliments de qualité pour lui donner un lait de qualité. Ben voilà, la relation à l'autre, elle est pareille. Vous ne donnerez que ce que vous vous êtes accordé. C'est pour ça que rhodochrosite, le chaînon rhodochrosite, votre petit cœur de beurre doit être en bon état. Parce que quand parfois à la fin de la journée vous êtes pompé, vidé, vous en avez mis jusque-là, c'est que vous avez une carence, c'est sûr. C'est sûr. Parce que vous avez été au-delà de ce que vous aviez à donner. Et c'est là où entre l'idée de sacrifice. Et c'est pas bon pour vous, c'est pas bon. C'est pas bon pour votre énergie, pour votre harmonie intérieure, pour votre dimension psycho-spirituelle, c'est pas bon. Il n'y a rien à faire. C'est pénalisant. C'est pénalisant. L'importance aussi dans la vie, c'est de savoir à quel moment il faut faire du lâcher-prise. C'est un de nos grands atouts, la capacité de lâcher-prise, puisque on ne fonctionne pas à l'instinct.
instinctivement, on ne fera aucun lâcher-prise, on est accroché à la vie, c'est comme les animaux ne font pas de lâcher-prise, ça parce que c'est. Parce que c'est la survie, c'est cervelé qui commande. Mais nous, on a un néocortex, et ça nous permet de tenir des raisonnements. Et savoir que toute guérison commence par le lâcher-prise, c'est capital, vous avez à le transmettre aussi. Il n'y a pas une guérison à quelque niveau que ça se situe qui ne commence par le lâcher-prise. Psychique, physique, tout ce que vous voulez, avec tout ce que vous voulez, c'est d'abord du lâcher-prise. On va prendre la personne qui est coincée dans une situation épouvantable, on pense à un mariage très malheureux par exemple. Pourquoi j'en parle, je me demande, comme par hasard. Bref, on ne lâche pas l'affaire, quoi. Puis on se raconte des trucs, et puis on fait encore un môme, et puis voilà, et puis on s'achète des nouveaux sous-vêtements, et puis voilà, tout ce que sont capables de faire les femmes pour essayer qu'un truc se répare, etc. Si on était plus courageuse que ça, on ferait du lâcher-prise, mais on a une façon pathologique de faire du lâcher-prise. Ça s'appelle la dépression nerveuse, la fameuse sous-pression. Là, on doit tout lâcher. Il y en a combien qui sont hospitalisés, soignés graves, Prozac, machin, etc. Quand on sort de la dépression, plus rien n'est comme avant. Il y a des choses qu'on a dû lâcher. Le lâcher-prise, il est capital. Et vous avez à transmettre ça à vos patients. Si vous ne lâchez pas votre truc, les idées fixes, il n'y a rien de plus épouvantable. D'abord, ça bloque la rate. Du coup, elle ne dégage plus les globules rouges trop âgés suffisamment vite. Du coup, elle ne pousse plus la moelle osseuse à fabriquer des jeunes globules. Enfin, il y a tout un processus qui se met en route. Se mettre la rate au courbouillon, se faire un sang d'encre. Ça, c'est la pensée obsessionnelle qui fait ça. Vous avez intérêt à bien guider vos patients. Arrêtez. Préparez-vous. Moi, j'ai toujours à mes patients. Ah oui, alors moi, je suis un ruminant psychique. Ok, ne vous en vantez pas, déplorez-le. Et dites-vous, comme j'ai compris maintenant, la mère Perra, elle m'a bien expliqué, etc. Je dis toujours, préparez-vous quelque chose de distrayant. Quand vous avez une idée fixe qui vient, tiens, je vais me regarder tel film, tiens, je vais faire telle promenade, tiens, je vais téléphoner à telle personne. Refusez d'être la proie. On n'est pas des animaux. On a un néocortex. On est capable de raisonner, d'orienter sa volonté, de donner du sens à ce qu'on veut faire. Il faut donner du sens. C'est pas refuser, ne pas être obsédé par une idée. Par principe, on s'en fout des principes, on s'assoit dessus. C'est parce que ça a du sens de ne pas se laisser aller à la pensée obsessionnelle. Le sens, c'est préserver son intégrité sanguine. Ça commence par là, l'oxygène dans le sang. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas assez d'oxygène, vous allez tout bloquer, même le système lymphatique va faire la gueule. Alors, ça y est, vos organes vont cesser de dialoguer entre eux, puisqu'ils dialoguent énergétiquement via le système lymphatique, etc. Ça y est, c'est ce serpent qui se mord la queue et c'est la spirale descendante. Puis là, ça finit avec le Prozac, ces trucs-là. Ce sentiment d'impuissance là. Oui, mais la démarche initiale du lâcher-prise n'a pas été faite. Tout s'aggrave, tout s'aggrave. Là, je suis drastique avec mes patients sur le lâcher-prise. Hein. Ça, je trouve que c'est une clé très importante. Bref, Fraude de Crozide, c'est pas elle qui va s'accrocher contre vents et marées, puisque c'est le chaînon en nous qui recherche la douceur de la vie, la facilité. On a tous un penchant pour la facilité. Oh oui, je voudrais raconter cette histoire de facilité. Un jour, je regarde Arte, ou je sais pas quoi, oui, je crois Arte. Et bref, il y avait un groupe de philosophes et savants, il y avait une dizaine d'hommes et de femmes qui avaient des métiers très évolués, machin, etc. Et ils tombent d'accord sur un propos, sur une idée qui est de dire, depuis la nuit des temps, l'être humain préfère la facilité. Et boum, et l'émission se termine. Je déteste carrément qu'on ne dise pas pourquoi. Mais qu'est-ce que c'est? Ça sort comme un jugement, ça. On préfère la facilité. Alors les gens qui sont un peu psychologues, ouais, ça doit être la révolte. Ah oui, tu vois, ils l'ont bien dit à la télé. Enfin, oui. Non mais pourquoi on préfère la facilité? Ils auraient dû le dire. Mais c'est juste là où ils ont une limite. On préfère la facilité parce que c'est ce qui nous permet d'économiser notre énergie. Ça, c'est l'instinct de survie qui fait qu'on recherche la facilité. On ne peut pas balancer aux gens, ah oui, vous préférez la facilité, c'est dégueulasse, c'est pas sympa ça quand même. C'est pas sympa de dire ça, parce qu'il faut donner la raison. On préfère la facilité parce qu'on dépense moins d'énergie avec la facilité qu'avec la difficulté. Point barre. Ça prenait juste quelques mots, mais il fallait aussi que ça monte dans leur tronche. Hein. Je pense que c'est pas monté autrement, ils l'auraient dit.
Et ça, c'est très important. En effet, regardez, quel que soit le problème à résoudre, on va toujours chercher ce qui est le moins difficile. Inconsciemment, c'est l'ordre du cervelet, on économise notre vitalité, tout simplement. Souvent, il ne faut pas se dire qu'est-ce qui est le plus facile, il faut déjà se demander, il faut être raisonnable, qu'est-ce qui est le moins difficile. Déjà, avec ça, on tient le bon bout. Perso, je trouve plus difficile de se révolter contre quelque chose que d'accepter quelque chose, donc je ne me révolte pas. Et Dieu sait que je ne suis pas très obéissante autrement de nature et tout, sauf quand je décide que ça, coquine, sauf quand je décide que ça, pour mon confort, pour mon soleil intérieur, il vaut mieux que je m'adapte plutôt que je le refuse. L'adaptation, ça doit être un acte non pas instinctif, mais raisonné. On est des êtres humains, on n'est pas des bestioles. On doit s'adapter par conviction et maturité. C'est ça la clé. Vous vous adaptez par instinct à quelque chose, on va dire à n'importe quelle situation, mais le lendemain ou le surlendemain, c'est remis en question parce que c'était une adaptation sur le moment. Il n'y a aucune perspective d'avenir dans ce genre d'adaptation. Or, nous, grâce à notre néocortex, l'être humain sait s'inscrire dans l'avenir. C'est une grande différence avec les bestioles, il faudrait quand même l'utiliser, cette grande différence avec les animaux. Eux n'avancent que par instinct. Et il faut essayer bien, j'insiste là parce qu'on vit une époque, en ce moment, c'est difficile. Pour beaucoup de gens, c'est extrêmement difficile. Je connais des personnes qui sont bouleversées d'avoir été confinées pendant 2 mois. Alors que moi, je trouve que c'est génial. Ça permet de finaliser des démarches intérieures. Oui, mais tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde n'est pas comme nous. Il y en a pour qui c'est pénalisant au maximum. Cette époque, et quel est le problème de cette personne-là? L'inadaptation. L'inadaptation. Parce que s'adapter permet de tirer parti d'eux. Si vous ne vous adaptez pas, vous ne tirez pas parti. Et si vous ne tirez pas parti, c'est la bérésina. C'est Cayenne, vous sombrez. Vous sombrez. Et on en connaît, qui ont vécu ça comme à une épreuve majeure. Quand même, à notre époque, il y a Internet, il y a le téléphone, il y a Skype, on n'est plus jamais isolé de ses proches. Ça n'existe pas. C'est fini, ça. Et on se dit, bon, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Or, on en a pour un moment encore, parce que ce cher Covid, il est comme tous les virus. Il est transmis sans arrêt. À votre avis, qu'est-ce qu'il essaye de faire? On va prendre l'exemple du virus de la grippe. La souche, c'est la grippe espagnole, la fameuse, qui a fait les millions et les millions de morts. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est apparu, ce virus-là? Il a muté à un point tel que chaque année, on essaye de viser au plus juste avec le vaccin. Perso, je suis anti-vaccin, mais chacun vit sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Que fait le virus? En fait, c'est un être vivant. Il s'adapte, il essaie de se rendre supportable vis-à-vis de l'humain. Mais je suis sûr qu'il a muté au moins 15 ou 20 fois depuis l'année dernière où on s'est rendu compte. Parce qu'on fait tellement de choses et il y a une telle ambiance antivirus que les virus, je pense, je ne dirais pas que c'est des êtres pensants, mais d'une certaine façon, c'est des entités réactives. De toute façon, le vivant, il se détermine par 3 choses essentielles. Métabolisation, réplication, évolution. Ça, c'est le vivant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Le virus, c'est un vivant de base. Tout ce qui est vivant, c'est ces 3 lois-là qui font qu'on dit, tiens, ça c'est vivant. Voilà. Ça métabolise, ça fait son opération biochimique, ça se reproduit, ça se duplique, et ça évolue. Ça y est. Elle est comme ça, la vie. Il faut faire avec ça. Donc, notre petit Covid, il essaie de se rendre invisible, de se rendre léger. On voit bien les cas, il y en a encore beaucoup, mais les cas sont beaucoup moins graves. Il bouge. Il aimerait bien passer inaperçu. Le vivant aime bien quand on le tolère dans son coin. Et les virus sont des vivants comme les autres, il ne faut pas croire. Du moment qu'il a à bouffer, il est content. Voilà. Donc c'est à nous aussi de nous adapter à ce changement.
Par ailleurs, je suis astrologue et médium depuis 42 ans, bientôt 43. Je suis âgé, hein. Et ce Covid, cet événement mondial quand même, hein, je vous rappelle que c'est mondial, il a eu lieu avec une conjonction planétaire, mais rarissime, et qui met en place une ambiance très très particulière. Dès le début, quand il s'est pointé, j'avais téléphoné Skypé, comme on fait tout le temps à ma fille à Genève, là, et je lui ai dit, chérie, il faut le prendre au sérieux, il faut le prendre au sérieux. Parce que je vois, ça se fait avec telle conjonction. Elle a écrit tous mes cours à l'époque, alors elle connaît l'astro, ne serait-ce que d'avoir écrit tout ça. Je dis, ça se fait avec tel, tu verras, ça va changer complètement les comportements. Pas qu'on va le faire de bon cœur, mais sous la pression. Qu'est-ce qu'on fait? On change sous la pression, on change nos comportements sous la pression. Pas de pitié pour les canards boiteux. Ceux qui ne s'adaptent pas, ils ont du mal, ils baissent. Non, je fais trop long comme d'hab. Hein. Non, c'est très bien. Rodolphe, c'est fait. Il est tolérant à l'extrême. Bien, il est tolérant à l'extrême. On va aborder les deux pierres noires. Voilà, on va faire tourmaline noire, la numéro 5. Et la numéro 9 après. Et après le 9. Vous voyez, le rhodoprosite, la 8, c'est important parce que la joie, le confort de la vie, avoir le petit cœur au chaud, c'est déterminant, ça nous aide à tenir quand même dans beaucoup de situations. Hein.